Hello everybody. The slides are in English, so you will be able to follow, but I will do it in French, trying to keep to 7 minutes so we can stay in the time frame. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez entendu un certain nombre de choses sur les HUG. Je ne vais pas vous redire la taille de l'hôpital, etc. Là, on repart avec d'autres chiffres que beaucoup d'hôpitaux, ou de plus en plus d'hôpitaux ont maintenant. C'est un petit peu, finalement, quelle est notre empreinte carbone? Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, notre contribution au changement climatique? Quels sont les sujets sur lesquels on doit travailler pour pouvoir réduire tout ça? Au HUG, on a des chiffres qui commencent à s'accumuler. Vous voyez les petites barres de la partie de gauche, ça fait depuis 2021 qu'on mesure. Alors, elles montent, elles descendent. Globalement, quand on voit le niveau d'incertitude sur les données, et on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir des données qui sont ultra précises pour commencer à agir, c'est aussi la preuve. Mais globalement, si on doit garder un chiffre en tête, on est à 100 000 tonnes et on est toujours à 100 000 tonnes et on a fait tout un tas de choses, mais les chiffres, ils bougent pas tant que ça. Globalement, 25% c'est les achats de médicaments, un autre 25% c'est les achats principalement consommables de soins, matériel de soins, mais aussi informatique, etc. Un autre 25%, alors je fais rapidement, c'est les bâtiments, donc nos consommations d'énergie. Au HUG, le chauffage est encore à 98% fossile, c'est du gaz et du mazout, donc on a encore un gros boulot. L'électricité c'est mieux, mais le chauffage, et on chauffe encore pas mal en Suisse. 15%, c'est tous les déplacements, principalement les déplacements de domicile-travail du personnel. Et puis, et je le disais ce matin, on a encore nos propres cuisines, on produit les repas pour le personnel, pour les patients et pour un certain nombre de tiers, notamment les institutions de maintien à domicile, donc ça fait un gros 10%. Alors si on regarde ça autrement, en fait, les achats, c'est 60% parce qu'on les a coupés entre les médicaments, les autres achats et l'alimentation. De tout ça, c'était un élément qui nous a permis de construire finalement notre stratégie de durabilité, notre démarche. C'était un certain nombre de chiffres qu'on avait et qui nous ont permis d'orienter nos réflexions. La démarche de durabilité des HUG, elle est orientée climat, mais pas que. Il y a un gros volet environnement, mais il y a aussi un volet social et inclusion dont on ne va pas du tout parler là. Et de ça, on pouvait donner des grands principes, de dire oui, on va baisser notre empreinte carbone, on va être net zéro, on va tendre vers ça. Mais concrètement, on fait quoi? Donc on s'est dit, on donne des grandes intentions à l'horizon 2030, mais en 2022, 2030, c'était 8 ans plus tard, c'était loin. Et on a pris une étape intermédiaire en se disant, on a des chiffres pour un certain nombre de choses en 2021, on va se faire une première étape en 2025, on se dit on veut avancer de ça et puis en 2025 on verra où on est, on verra ce qui a bien été, ce qui a moins bien été et en fonction de ça on progresse. Donc vous avez quelques exemples, ça a donné un plan d'action en 83 actions, c'est beaucoup trop même pour un gros hôpital, mais c'était ça ce qu'on a fait à ce moment-là, avec plein d'ambitions, réduire de 70% les émissions de carbone liées au gaz anesthésique, je fais le lien avec ce qu'on a eu comme présentation, réduire les quantités de médicaments qu'on jette, parce que c'est quand même fou d'acheter des médicaments et de ne pas les utiliser, réduire les déchets alimentaires, stabiliser les équipements biomédicaux, etc. etc. Et puis, toutes ces actions, elles étaient portées par des équipes avec effectivement cette démarche top-down, avec la question, est-ce qu'on fait de la formation? Est-ce qu'on fait de la formation générale à tout le monde? Est-ce qu'on travaille plus spécifiquement avec les équipes par rapport à leurs enjeux? C'est plutôt ça qui a été fait. Donc il y avait une démarche top-down de comment est-ce qu'on déploie à l'échelle d'un hôpital une grande stratégie, et puis des choses beaucoup plus opérationnelles et beaucoup plus ancrées sur la réalité des métiers, en disant que c'était ça qui, dans 5 ans, donc en 2025, c'était l'an dernier, ferait la différence. Et puis vous avez en beige, la suite, c'est quand on a fait un plan d'action et qu'on a fait le bilan de ce que ça donne, il faut continuer, ajuster, et c'est ce qu'on est en train de préparer pour la fois prochaine. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2025 ? C'est l'intérêt de cette fixée d'objectifs. Certains on les atteint pas, certains on les atteint, mais au moins on sait où on en est. Des super jolis succès. On a baissé de 21% nos consommations d'énergie. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu une crise énergétique qui s'est profilée entre deux, qui nous a pas mal aidés. Un autre objectif où on se disait là ça va être facile, on s'était dit on va mettre 7000 m² de panneaux solaires, on était à peu près à 3000.
on est à 4126 mètres carrés. Donc on a doublé la surface de panneaux solaires à peu près, on était à 2000. Mais en fait, on n'a pas du tout atteint l'objectif pour des raisons de temps que ça prend, de bâtiments, on réoriente les affectations, de parking sur lesquels on va construire des bâtiments, des choses comme ça. Un très joli succès, et là je fais le lien avec des démarches où on ne savait vraiment pas en 2022 comment on allait prendre ça, de transformation des pratiques médico-soignantes, parce que l'énergie, les bâtiments, il y a plein d'autres secteurs qui savaient faire, mais transformer vraiment les pratiques de soins, ça nous appartient à nous, secteur hospitalier, et c'est pas des spécialistes qui peuvent venir dire vous allez faire comme ça. Cet objectif de baisser les émissions des gaz médicaux, on a réussi à l'atteindre, que ce soit en anesthésie. On a aussi un très joli succès en ophtalmologie, dans les injections pour stabiliser les problèmes de cornée. On a toute une démarche de transition écologique dans les soins avec des unités qui s'engagent. On a presque 20% des unités des HUG qui se sont engagées dans des démarches éco-responsables. Donc voilà, ça c'est des super chouettes choses. Et puis des trucs qui ne marchent pas du tout. On s'est dit qu'on baisserait de 30% les déchets alimentaires. On est à plus 14%, et là on a vraiment du boulot. Donc je le disais ce matin, parler de ce qui marche bien, puis aussi parler de ce qui marche moins bien. Et ça nous permet de construire la suite et de nous dire, on a fait un point de situation, on regarde où on est et puis on avance. Et ça, c'est aussi très gratifiant pour les équipes, c'est de partager leur succès, de pouvoir avoir aussi des réflexions sur qu'est-ce qui manquait quand on n'a pas réussi. Est-ce qu'il manquait des sous? Est-ce qu'il manquait des ressources humaines? Est-ce qu'il manquait du temps? Est-ce qu'on était à côté de la plaque? Et par exemple, pour les déchets alimentaires, on était un peu à côté du sujet parce qu'on n'avait pas des données très fiables d'où on partait. Donc, je te dis un peu, ouais, allez, 30%, c'est faisable. Et puis, en fait, c'était pas si simple. Et puis ça amène après à pouvoir obtenir des certifications parce qu'on a une démarche structurée, parce que on a les équipes qui sont engagées un peu partout, parce qu'on sait où on va, parce qu'on a posé une structure et on s'est organisé. Dans beaucoup d'hôpitaux, ça commence pas par ça. Ça commence par des initiatives qui se juxtaposent, puis petit à petit, on construit quelque chose. L'intérêt de ces certifications qui émergent dans notre secteur, il y en avait dans d'autres, c'est que ça donne une ligne et ça permet de dire, ok, je fais juste quand je vais là. Là, ces sujets-là, tous les hôpitaux les ont. Est-ce que moi je m'en occupe ou pas? Les exemples de sujets sur lesquels on était complètement un peu hors sujet, c'est les blocs. Où, oui, on a fait des choses dans les blocs, mais on n'a pas encore de démarche structurée green block comme il y a dans d'autres hôpitaux. Donc ça, on sait qu'on peut travailler là-dessus. Mais voilà, et ça après, ça permet aussi de célébrer les succès et de dire on est fiers, on est content, et ça embarque les équipes. Ce qu'on a fait avec ces démarches très structurées, très top-down, c'est finalement de mettre un cadre. Et ce cadre, il nous permet aussi d'être redevable. Et ça, c'est le troisième pilier auquel moi je tiens beaucoup. C'est que quand on fait des choses, il y a la reconnaissance aux équipes, mais il y a aussi la reconnaissance à nos patients, à la société, l'endroit où on s'inscrit, de dire on s'était engagé à ça, voilà où on en est, voilà où ça a avancé, voilà où ça n'a pas avancé. Et c'est quelque chose dont je me rends compte qui est aussi très important pour les équipes au sein de l'hôpital. C'est cette transparence de dire on fait peut-être pas tout juste, on fait pas tout bien, mais on y va. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut se transférer. La manière de mettre en place une stratégie, un plan d'action, elle peut varier d'un hôpital à l'autre, d'un secteur à l'autre. Mais je dirais, c'est vraiment ces démarches où on va pas à pas et où on va tous ensemble, ça donne des jolis résultats. Voilà un petit peu. Merci beaucoup, Sophie.